tous, très heureuse de vous retrouver pour ce numéro exceptionnel de Moselle Gourmande. Comme vous pouvez le remarquer, nous ne sommes pas dans notre cadre habituel, nous sommes ici à la Foire Expo de Metz. Alors cet événement présente différents secteurs comme le secteur de l'artisanat, de l'habitat, du jardin, etc. Mais on ne peut pas passer à côté du secteur de la gastronomie, comme ici au pavillon de la Chambre des métiers et de l'artisanat de Moselle. Alors, ce sont les amateurs de sucré qui vont être gâtés grâce à une pointure de la pâtisserie. Il s'agit de Michael Bartocelli. Alors, ce pâtissier est originaire de la ville de Thionville. Il gravit peu à peu les échelons et aujourd'hui, il officie au fameux restaurant Season 4 Hôtel Georges V à Paris. On va découvrir sa recette tout de suite en sa compagnie. Qu'est-ce qu'on va proposer à nos bien visiteurs? évidemment, on est venu en Moselle et le but aussi de tout ça, c'est de mettre en avant tous les produits mosellans d'un côté, mais également ce qui a fait aussi la pâtisserie, ce qui résonne et ce qui a dépassé les frontières en termes de petits gâteaux ou de desserts, etc. Et là, en l'occurrence, on a choisi de revisiter une forêt noire. Mais le but de cette revisite, en fait, c'est de garder vraiment ce qui fait l'ADN de la forêt noire et de ne pas dénaturer. On veut garder cet équilibre-là. On sait qu'une forêt noire, c'est une génoise, des griottes au kirsch et une chantilly à la vanille. Voilà, ça c'est la base. Et des copeaux de chocolat, pardon, je les ai oubliés. Et bien c'est exactement ce qu'on va respecter ici. Ça fait partie du patrimoine culinaire de la Moselle, la forêt noire. Oui, complètement. Alors, je vais récapituler un peu les éléments qui vont composer en fait cette forêt noire. Donc d'un côté, pour pallier à la génoise, on va réaliser un biscuit chocolat sans farine, pour la simple et bonne raison que on va avoir un biscuit qui va être beaucoup plus digeste, beaucoup moins dense, et ça va nous permettre d'éviter d'avoir à l'imbiber également. Donc on va garder ce moelleux et ce bon goût de cacao qu'on aime retrouver dans la forêt noire. Ensuite, pour remplacer en fait les griottes à l'alcool, on va simplement faire une marmelade de cerises, donc des cerises Burla, qu'on a bien évidemment pris soin de congeler lorsqu'elles étaient en saison. Donc les cerises Burla qu'on va assaisonner avec une purée de griottes fraîches, donc ça idem, vous pouvez acheter vos griottes en saison, faire votre purée ou les garder entières, peu importe, et vous congelez tout ça, et comme ça vous avez vos bases pour travailler tout au long de l'année, et ça marche avec tous les fruits. Voilà. On va faire une chantilly à la vanille qui va être légèrement kirschée, et c'est là que c'est important justement de bien choisir d'où vient sa crème, d'où vient sa vanille, enfin quel type de vanille, mais également d'où elle vient, et un bon kirsch. Et pour finir, on va déposer en fait des petits copeaux de chocolat. Donc j'expliquerai comment les réaliser assez simplement. Et l'idée esthétiquement en fait de cette forêt noire, c'était de retourner un peu sur une construction qui représente un peu un arbre. C'est pour ça qu'on a gardé ce tronc central un peu, et qu'ensuite on vient s'amuser, donner du volume avec les petits copeaux de chocolat. Et voilà, moi j'y vois un arbre. Je vous laisse y voir ce que vous voulez. Voilà, c'est pas une obligation. Mais voilà en tout cas le point de départ de cette forêt noire, et voilà comment je l'ai imaginé pour cette masterclass. Alors par quoi débute-t-on? La génoise? On va commencer par le biscuit sans farine, okay. Donc, pour remplacer cette fameuse génoise. Et donc très simplement, on va pour réaliser ce biscuit avoir besoin donc de blanc d'œuf entier, et vous pourrez retrouver également les recettes sur les petits fascicules, je crois, qui étaient sur vos sièges. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, qu'elles soient techniques ou autres, je me ferai un plaisir d'y répondre. Sucre et un mélange de cacao poudre et poudre d'amande, et rien ne vous empêche de changer la saveur. Si vous voulez remplacer la poudre d'amande par de la poudre de noisette, de la poudre de noix, peu importe, voilà, c'est as you want. Donc pour ce faire, très simplement, on va prendre nos blancs d'œufs, les verser dans notre cuve de batteur, et on va y verser un tiers du sucre total qui va composer notre recette.
Alors, on met un tiers au départ, en fait, tout simplement, et pas la totalité, tout simplement pour ne pas alourdir en fait les blancs d'œufs et pour leur permettre de monter correctement. Et en fait, là, ça va permettre de monter les blancs, donc de leur faire prendre le volume nécessaire. Et le restant de sucre, on va l'ajouter au moment où ils seront montés, et on appelle ça les serrer. Et là, on va voir, ils vont changer d'aspect. Donc là, on va les mettre au batteur. Alors, donc là, on les monte tranquillement, et dès qu'ils vont commencer à être bien mousseux, et qu'ils auront pris le volume nécessaire, on va ajouter les 2 tiers de sucre restants pour comme je le disais tout à l'heure, les serrer et les lisser également. Après, il faut faire attention, ça ne sert à rien, une fois que vous avez mis le sucre, une fois que vous avez mis le sucre restant, vous pouvez laisser tourner les blancs pendant 1 heure. D'accord, ça risque pas de redescendre. Ils vont continuer à se serrer. D'accord, ok. Voilà, et là, à partir du moment où j'ai mis le tiers restant, je peux accélérer le mouvement, et ça suffit. Si vous continuez à les serrer, vous allez perdre en souplesse et vous allez avoir des blancs, on les appelle un peu macaronnés. L'idée, c'est de garder ce bec d'oiseau un peu souple comme ça. Et là, c'est parfait, vous allez voir pour le mélange. Alors, je vais demander l'aide d'un de nos petits collègues. Plouf, plouf. Ah. Ne sois pas timide. Alors, là, on a nos blancs montés. On va juste verser délicatement nos jaunes sur nos blancs d'œufs. Et vous voyez, avoir toujours ce mouvement, c'est-à-dire d'aller du centre vers les extérieurs. Et c'est le meilleur moyen de ne pas faire retomber votre biscuit et de le mélanger pour qu'il soit bien homogène. Et finalement, la cuisine et la pâtisserie particulièrement, c'est de la poésie quotidienne pour toi? Alors, il y en a qui voient ça comme de l'art. Moi, je préfère voir ça vraiment comme une passion. Excusez-moi. Oui, vous vouliez dire quelque chose? En fait, on va juste terminer au moins le mélange avec les blancs, juste parce que sinon ça va complètement retomber. Et après, c'est important de ne pas laisser, surtout une fois que vous avez mis des matières grasses entre guillemets. Donc là, en l'occurrence, j'ai incorporé les jaunes d'œufs. Là, il faut commencer à faire attention parce que le biscuit va retomber assez rapidement. Donc là, on va incorporer nos poudres délicatement, toujours avec le même geste. Et vous versez en fait vos poudres, ce qu'on appelle en fine pluie, pour qu'ils s'incorporent au fur et à mesure et ne pas avoir des blocs en fait de cacao mélangé à la poudre d'amande qui se forment et qui soient compliqués à mélanger. Et ça, on le fait manuellement, on le met pas au robot? Non, pas au robot, surtout pas, parce que l'action du robot va complètement vous faire retomber le biscuit. Alors, est-ce qu'à la fin, j'ai le droit de terminer avec mon doigt? Donc, vous voyez, j'ai une texture qui se tient, qui est bien brillante, mais on voit que j'ai gardé le volume. Si on arrive à zoomer un peu, quand je fais ça, on voit toutes les bulles d'air en fait que je viens, plus je vais le travailler en fait, et plus je vais en fait, tasser mon biscuit, et éclater un peu ces bulles d'air. Et c'est pour ça que voilà, quand le mélange est fait, on arrête de toucher. Oui, le but c'est de garder un maximum d'air quand même à l'intérieur pour avoir cette certaine onctuosité. En tout cas, dans ce cas-là, d'autant plus que là c'est un biscuit sans farine. Oui. Donc lorsqu'il va gonfler au four, puisque les œufs vont faire gonfler le biscuit au four, normalement la farine à ce moment-là va agir, va cuire, va coaguler et va le maintenir avec son volume. Là, on n'a pas d'amidon, on n'a pas de farine. Donc par conséquent, il va être très fragile et voilà, il y a ce risque qui retombe assez facilement si on ne le cuit pas assez ou si on le fait trop retomber, etc. Il va être très tassé en fait, puisqu'il va rester très humide. Donc pour les personnes qui sont intolérants au gluten, ils peuvent tout à fait manger ce biscuit? Complètement. Ah oui, complètement, il n'y a pas de gluten dedans. Nous, à nos débuts, alors aujourd'hui c'est différent, mais à nos débuts, combien de temps on passait des fois, bon pour pas les citer, mais dans les magasins de bricolage pour essayer de chercher les ustensiles, des astuces. Quand on le regarde, on a un peu des fois on a souvent les mêmes gestes en fait. Ça se rejoint. Oui. Pourtant je sais pas planter un clou, mais. Donc là, on a étalé notre biscuit régulièrement. On a pris soin de préchauffer notre four, en l'occurrence là à 180 degrés. C'est important que le four soit pile à 180 degrés au moment où il faut que votre four, là ça va parce que j'ai qu'une plaque à enfourner, donc ouvert, fermé très rapidement, mais à chaque fois qu'on va ouvrir le four, on va avoir une perte de chaleur qui peut aller de 10 à 20 degrés assez rapidement.
Et alors dans les entreprises, c'est vrai, quand on enfourne, on fait des quantités voilà, de plaques de biscuits, enfin par vingtaine des fois, voire plus. Hein. Mais et quand on enfourne ces 20 plaques, bien évidemment, mieux vaut que le four soit bien chaud avec limite 40 degrés de un plus. Peu plus ouais, voilà. Okay. On met 30 à 40 degrés de plus pour prendre en compte justement la perte de chaleur au moment d'enfourner. Donc là, on a notre biscuit chocolat sans farine qui vient de partir au four. Donc pour la marmelade de cerise, donc là ce sont des cerises Burla. Alors on va commencer donc dans la marmelade de cerise, on a donc nos cerises. Notre purée de griotte. On a donc le kirsch bien évidemment. On va mettre un tout petit peu de masse gélatine en fait pour éviter la masse gélatine, c'est de la gélatine. Mais en fait, pourquoi de la poudre en fait, parce que ça va nous permettre, il faut savoir que la gélatine, pour agir parfaitement, doit absorber 6 fois son poids en eau. D'accord. Et donc là, ça nous permet la poudre de peser la poudre et de mettre la quantité d'eau exacte. Au gramme près, quoi. Voilà, pour être sûr que la gélatine agisse parfaitement et qu'elle gélifie bien correctement en fait par rapport au volume qu'on veut gélifier. Et là, on n'a pas besoin de la tremper dans de l'eau avant? Pas du tout. En fait, là, vous prenez votre poudre, votre eau froide, vous mélangez la quantité qu'il faut, donc 6 fois son poids en eau, c'est-à-dire pour 2 grammes de poudre de gélatine, je dois mettre 10 grammes d'eau pour obtenir un poids à 12 grammes. Pour la gélification, donc ça c'était pour la gélatine. La gélatine va permettre de retenir les molécules d'eau. Et à côté de ça, comme dans toute confiture, en fait, on va utiliser ce qu'on appelle un gélifiant naturel qui est de la pectine. La pectine, c'est un gélifiant naturel qui est issu des fruits comme la poire, la pomme, le coing. Et ça va nous permettre donc, de gélifier également la marmelade. Autre gélification qu'on va utiliser sur cette marmelade, donc il y en a 3 différentes, c'est qu'on va utiliser juste un tout petit peu de fécule. La fécule, ça va nous permettre en fait de lier, puisque l'amidon l'amidon qu'on va utiliser va exploser en fait à l'ébullition et va nous permettre, vous voyez une pâte à choux, quand vous mettez par exemple de la farine dans votre lait bouillant, vous voyez ce qui se passe, l'amidon explose, ça vous fait une pâte. Bon là, ça va la même chose, mais à une échelle différente puisque j'en mets très peu. Et ça va vraiment lier la marmelade, ce qui permet à la décongélation, si vous passez par la congélation par exemple, de ne pas avoir de décantation d'eau. Donc c'est de la fécule de pomme de terre. Fécule de pomme de terre, ça marche également avec de la maïzena ou n'importe quel autre amidon. Okay. Donc on va compoter tout doucement, donc nous on va accélérer un peu parce que il faut un peu de temps. Et l'idée c'est vraiment de laisser cuire tout doucement pour la simple et bonne raison qu'on veut garder une certaine mâche au niveau des cerises, et c'est pour ça qu'on a fait le choix de ces cerises fraîches. Si vous n'allez pas à ébullition, la gélification ne s'opérera pas. Donc là on voit que ça bout. On va baisser tranquillement juste pour rester à frémissement. Hein, parce que c'est pareil, si vous mettez trop fort, à un moment donné, vous allez... Puis tout va s'évaporer, j'imagine. Voilà, tout va se déchiqueter et vous allez avoir une évaporation d'eau trop importante par rapport au produit final que vous voulez gélifier. En attendant, on va donc préparer notre pectine. Alors, pour utiliser la pectine, il faut savoir que la pectine, en l'occurrence la pectine NH, va réagir dans un milieu sucré et acide. Si on n'a pas ce milieu-là, elle n'agira pas, au-delà de l'ébullition. Pectine NH, la pectine, vous en trouvez partout, dans n'importe quelle petite épicerie de quartier ou chez votre boulanger, pâtissier. C'est en général un produit qui est très utilisé. Voilà, donc là, vous incorporez votre mélange pectine-sucre tout en mélangeant pour, encore une fois, éviter les grumeaux. En ce qui concerne l'amidon, donc là, je vais toujours pareil, l'amidon, je ne vais pas l'incorporer en poudre directement dans mon mélange. On est obligé de le diluer. Donc là, on est sur une très faible quantité d'amidon. Et comme il y en a très peu, on va quand même se prêter à l'exercice. Et l'idée, c'est vraiment de mettre un tout petit peu d'eau, donc comme je disais tout à l'heure, froide. On récapitule, là pour le moment, on a donc notre purée de griotte, nos cerises fraîches. On a mis donc nos cerises, notre purée de griotte, notre mélange sucre-pectine. Sucre et pectine. Voilà. Et là, on ajoute l'amidon donc avec de l'eau froide qui aura été diluée au préalable. On voit déjà que la gélification est en train de s'opérer. Là, je vais ajouter mon amidon dilué dans l'eau.
Voilà. Et là, pareil, on porte à ébullition, sinon l'amidon ne va pas agir, donc ne va pas gélifier la marmelade. Et d'autre part, vous allez garder un goût d'amidon, ce qui n'est pas agréable dans votre préparation. Vous ajoutez votre gélatine. Donc voilà, là on fait fondre, on fait bien fondre notre gélatine. On vérifie bien qu'il n'y ait pas un morceau qui est resté infondu. Hop, on a mis notre gélatine, on ajoute notre kirsch. Alors, on sent bien les odeurs là. On a préparé donc nos cercles qui vont nous servir à verser nos inserts de cerises. Et on les a, vous voyez, tout simplement, donc ça vous pouvez le faire à la maison, filmer entièrement, bien tirer le film pour qu'il soit bien lisse et qu'il imperméabilise bien le cercle. Alors, donc je filme le fond, ce qui me permet en fait de fermer mon cercle, de couler même quelque chose de chaud. Avec un film de qualité, il n'y a aucun risque que ça fonde. Et j'ai pris soin de mettre juste ce qu'on appelle un petit papier rhodoïde, ici en plastique, pour pouvoir démouler sans chauffer, etc., sans avoir à passer un coup de chalumeau. Alors oui, j'allais dire, ne vous amusez pas à mettre votre main dans votre four à la maison comme il le fait. Il a une certaine sensibilité qu'il a perdu au bout des doigts avec le temps et puis avec les nombreuses manipulations. Je l'ai entretenu. Tu as entretenu. De sensibilité. Mais comme un guitariste avec les cordes de guitare, si moi je m'amuse à mettre mes doigts sur la plaque, à mon avis l'effet ne sera pas le même. Vous appuyez et si le biscuit il revient à sa forme initiale, on est bon. Donc là on a cuit ça sur une feuille, ce qu'on appelle une feuille siliconée. Je pense que ça se trouve assez facilement aujourd'hui. Donc là j'ai mon biscuit, je vais le décercler. Donc là vous pouvez attendre en général qu'il refroidisse. Voilà, vous pouvez prendre soin là pour le coup de beurrer. Nous on l'a pas fait, de beurrer votre cercle ou de le huiler très légèrement. Hop. Magnifique. Lorsque je le sors du four, il ne retombe pas. Et je peux appuyer, vous voyez, il revient à sa forme initiale. Donc là, on a un biscuit qui est cuit. Donc, on va prendre là notre marmelade. La gélification va s'opérer à froid. Donc là, on a rempli nos cercles avec notre marmelade. On le réserve au congélateur. Et la deuxième étape, elle est terminée. Donc pour la chantilly, je vous conseille, c'est toujours pareil, la chantilly, si vous voulez déjà d'une part avoir un bon parfum de vanille, etc., c'est de la faire au moins la veille. D'accord. Pour la simple et bonne raison que là, on va infuser notre vanille à chaud. Donc c'est important de l'infuser à chaud, et c'est surtout la gousse qu'il faut infuser. Et alors pour la vanille, on choisit quel type de vanille? On peut partir sur on va utiliser une vanille de Madagascar qui va avoir une saveur peut-être un peu plus boisée. Donc pour réaliser la chantilly, on a de la crème à 35% matière grasse, donc petite fleurette, un mascarpone artisanal. Idem, on va la gélifier puisqu'on va la chauffer. Et à partir du moment où on la chauffe, on dénature bien évidemment l'équilibre de la crème. Donc derrière, on va utiliser un peu de gélatine pour garder cette émulsion en fait. Bien évidemment, un peu de sucre juste pour assaisonner ce qu'il faut. Et du kirsch. Le kirsch. Ah. Donc on verse un tiers à l'œil, un tiers dans la casserole. Crème. Les 2 tiers restants, on les met de côté au frais. On va ajouter donc notre mascarpone artisanal. Alors c'est pareil, je dis artisanal. Le mascarpone, vous pouvez le faire vous-même. Il n'y a rien de compliqué à faire du mascarpone à la maison. Donc là, on fend notre gousse de vanille en deux. On la fend en deux. On va bien évidemment la gratter pour récupérer les petits grains. Qu'on vient déposer dans notre casserole avec le premier tiers de crème. On ajoute notre sucre. Hop, donc là on va juste délicatement enlever les gousses et on va verser le restant dessus. Et les gousses, je crois qu'on peut les garder, on les jette pas. Bien évidemment.
Donc là, j'ai versé ma crème infusée sur mon mélange crème, mascarpone, etc. Donc, une fois que vous avez mélangé, le mieux toujours sur ce type de préparation, c'est d'avoir, avec un mixeur plongeant, de mettre un petit coup de mixeur pour que toutes les molécules soient bien homogènes. Voilà. Okay. Avant de mixer, bien évidemment, j'ajoute mon kirsch. Je mélange au fouet. Et là, l'idée, ce serait de mettre un petit coup de mixeur plongeant, en fait, pour homogénéiser tout ça. Et ensuite, il ne nous reste plus qu'à faire le montage. Donc, pour le montage, je vais utiliser donc des cercles un peu plus grands, donc de la même hauteur que tout à l'heure. Donc, en moyenne, c'est des cercles de... je crois ils doivent faire 3,5 de haut. Donc là, je vais déposer mon biscuit au centre de mon cercle. Voilà, parce que l'idée, c'est que la forêt noire soit entièrement chemisée avec cette chantilly et qu'on va recouvrir ensuite avec un mélange de beurre de cacao et de chocolat qu'on va pulvériser justement avec le petit pistolet. Mais ça, c'est une toute autre histoire, j'y reviendrai. Donc là, on monte notre chantilly. Donc c'est pour ça que voilà, il faut la monter, mais la garder relativement lisse. Puis alors si je la laisse tourner encore tranquillement sans la surveiller, vous aurez d'un côté un morceau de beurre et de l'autre l'eau. De la crème, voilà, clairement. Parce que si elle chauffe, elle va, je disais tout à l'heure, elle va trancher. Donc là, on a une crème qui est lisse et brillante. On sent les odeurs de kirsch. Et donc là, pareil, dans les poches, il faut faire attention. Souvent, on a tendance à garder la poche dans la main. Ça fait chauffer du coup. Exactement. Faut pas oublier que votre main, elle est à 37 degrés et que votre crème, elle veut rester à 4 degrés. On a notre crème qui est bien onctueuse, bien montée, pas trop. Je vais venir déjà, dans un premier temps, habiller tout ce qu'il y a autour du biscuit pour éviter que ça me forme une bulle d'air. Ouais. Et on recouvre pas l'intégralité du biscuit avec la chantilly. Non. Et donc là, avant de déposer notre palais de marmelade, on va venir chemiser justement, c'est ça? Exactement. Merci. Une fois que c'est chemisé, on va récupérer donc nos petits palets de marmelade de cerise qu'on a réalisé tout à l'heure. Et ça, en fait, c'est ça que je vais venir appliquer bien au centre sur mon biscuit. Ensuite, une fois que j'ai mis mon insert, on va couvrir l'ensemble. Donc d'abord, pareil, même comme tout à l'heure, je viens mettre ma chantilly autour de mon insert d'abord pour éviter les bulles d'air. Et ensuite, je vais venir lisser voilà, bien régulièrement à hauteur. Et ça, ensuite, on va le mettre au congèle. Le congeler. Donc là, on a mis nos forêts noires au congèle pour qu'elles soient bien figées, puisque on va venir déposer ce qu'on appelle un effet un peu velours. C'est ce dont je parlais tout à l'heure, ce mélange de chocolat et de beurre de cacao. Donc on ajoute du beurre de cacao en fait pour bien fluidifier le chocolat. Et en fait, ce flocage, cette fine couche de chocolat qu'on va pulvériser avec un pistolet à peinture, va nous permettre de créer une fine couche qui va imperméabiliser la crème. Imaginons qu'on est le lendemain. Donc 24 heures plus tard. Vous récupérez vos 3 forêts noires, vos montages, et on va en fait venir mettre des petits points de chantilly, vanille et kirsch au centre de notre forêt noire. On a notre montage, et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir d'abord sur les bords, voilà, faire des petits points de crème. Donc laissez bien un espace sur les bords. N'allez pas complètement remplir toute la surface de notre forêt noire, puisqu'on va déposer après, vous l'aurez compris, les copeaux de chocolat.
Et donc ensuite, je vais déposer des petits copeaux de chocolat. Donc là, je vais juste le faire rapidement pour éviter que la crème que je viens de poser recongèle au contact de notre montage. Donc on va venir placer tous nos petits copeaux de chocolat qu'on aura pris soin de réaliser en amont, pas en direct, hein. Donc là, on peut voir qu'on a finalisé. Donc on a fait notre dôme avec notre crème, comme sont en train de le faire mes amis à côté. Ça, on va le repasser au congélateur pour la simple raison que c'est important que nos copeaux de chocolat et notre crème en dessous, pareil, soient bien froides. Ouais, merci. Donc là, j'ai pris une petite, un petit coffrage en plexi. Donc là, moi, je vais utiliser un pistolet à peinture avec un compresseur pour avoir un débit bien fluide, etc. Voilà. Hop. Donc là, c'est le mélange dont je vous parlais tout à l'heure. C'est donc chocolat noir avec un ajout de beurre de cacao pour obtenir une certaine fluidité, tout simplement. Donc là, je vais verser mon flocage. Donc là, vous fermez bien le couvercle. Vous pensez à enlever le rhodoïde. Voilà, le petit plastique de rhodoïde qui protégeait la chantilly. Et donc là, vous voyez, j'ai mon chocolat qui sort vraiment très finement comme ça. Et donc là, je vais venir pulvériser. C'est juste du beurre de cacao et du chocolat. Et du chocolat noir. Donc après, la base, c'est de faire un temps pour temps, autant de l'un que de l'autre. Et donc là, je viens un peu peindre tous les endroits sur les copeaux. Donc là, on a quasiment terminé. Et là, je vais venir délicatement recouvrir mes copeaux de cacao poudre. Donc on va prendre délicatement notre forêt noire. Et là, on va éviter, comme c'est que de la chantilly autour, on évite d'essayer de passer la spatule hante parce que c'est sûr que vous allez enlever une petite partie de chantilly. On va juste la prendre comme ça. Voilà, pour amener la petite gourmandise finale. Donc on prend notre jus de griotte qu'on a fait bouillir avec notre mélange pectine-sucre, voilà, qu'on fait fondre légèrement, ça sert à rien de le faire trop chaud. On va tremper joliment notre griotte au kirsch dans ce nappage. On prend soin d'enlever la petite goutte d'excédent. Et on va venir, la déposer. Et voilà, on a terminé notre forêt noire. Et on peut l'applaudir s'il vous plaît, messieurs, dames. On peut applaudir également mes amis qui m'ont assisté. Remercier évidemment aussi les élèves du CFA de Metz. C'est une recette qui met vraiment l'eau à la bouche et que vous pouvez éventuellement reproduire chez vous. Vous pouvez également revoir l'émission en replay sur notre site moselle.tv. Je vous souhaite une bonne semaine et on se retrouve pour de nouvelles aventures gustatives.